Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la première étape de cette UAE Tour. Première étape qui a été animée en plein milieu du désert entre Al Dhafra Castle et Al Mirfa. C'était une étape assez courte, seulement 151 km, et ça a rendu l'étape très nerveuse. Voilà, vraiment, parce que l'étape a été très animée, cette étape. Je disais étape assez courte, on reste quand même sur une course de début de saison. C'est le dernier tour de début de saison pour moi. Samedi, on va dire, on attaque quand même les courses en Belgique, on attaque la Drôme classique, la classique de l'Ardèche. Cette phase, on va dire, vraiment de reprise de saison sera clôturée pour attaquer une autre partie de saison avec les courses du mois de mars, les courses par étapes du mois de mars. Le mois de mars qui est encore une phase encore de première partie de saison, mais on n'est plus sur une phase de reprise. On est déjà sur une phase où il faut maintenant être performant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu dans cette première journée, qui a déjà perdu un petit peu de temps. Et puis, n'hésitez pas également à aller voir EPS 2.0. Quand vous abonnez à la chaîne, à ajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Et on commence tout de suite, en étant encore un petit peu malade, même si ça s'améliore. Parce que j'ai été malade toute la semaine dernière. Du côté de cette 5e édition de l'UAE Tour, avec donc cette première étape. Parcours qui était tout plat, qui était même presque légèrement descendant. Mais en fait, il y a eu du vent dès le départ, quasiment. On savait qu'il allait y avoir des coups de bordure, et ça a pas attendu longtemps, quoi. Ça a attendu 15 km. Et au bout de 15 km, il y a eu des chutes, notamment Sepp Kuss. Et c'est parti, quoi. C'est parti. Et là, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et ça a tenu pendant 135 bornes. Ce qui est assez rare, mais ça arrive quelquefois dans les Émirats. On arrive à faire ça pendant de nombreux kilomètres, parce que déjà on est sur des routes où on change assez peu de direction et où on est tout le temps à découvert. Et là, bah voilà, 135 km de bordure, avec pourtant un premier groupe qui n'était pas très nombreux, parce qu'il y avait une vingtaine de coureurs au début, et puis à la fin ils étaient plus que 10. Mais ça a quand même tenu pour cette première bordure dans le final, donc qui s'impose. Tim Merlier, il y a aussi eu une grande question pour savoir si c'était Tim Merlier ou Caleb Ewan qui était vainqueur. Alors, à la photo finish, les deux semblent à la même hauteur. Faut se méfier. Vous avez des personnes qui savent très bien étudier les photos finish, ce qui n'est pas mon cas. Donc même quand ça paraît vraiment à égalité, parfois on arrive à trouver des petits trucs pour savoir qui a gagné. Là on voit par exemple que l'ombre de Tim Merlier semble devant celle de Caleb Ewan. Donc est-ce qu'ils se sont servis des ombres? Est-ce qu'ils se sont servis... J'avais appris aussi il y a quelques temps que selon si un concurrent est plus ou moins gros sur la photo, eh bien, ça permet de savoir également si un concurrent va plus vite que l'autre. Là, j'ai l'impression qu'on s'aperçoit que les deux concurrents ont à peu près la même taille sur la photo. Or, pour moi, Tim Merlier est plus grand que Caleb Ewan. Donc, pour moi, ça voudrait dire que Tim Merlier allait plus vite que Caleb Ewan. Donc, techniquement, qu'il était peut-être devant au niveau de la photo. Mais il y a plein de petits trucs comme ça où vous pouvez savoir qui a gagné sur une photo finish, et de toute manière ça a été validé par les commissaires. Donc à partir du moment où c'est validé par les commissaires, il n'y a plus rien à dire. On commence tout de suite avec les coureurs au top. Attaque de Marlou! Le grand vainqueur pour moi de cette première journée, c'est peut-être pas forcément le vainqueur de l'étape, c'est peut-être plutôt Remco Evenepoel. C'est quand même voilà. C'est-à-dire que il colle quand même 50 secondes à tout le monde. Sur une étape de place, c'est quand même pas mal. Il y a juste... en fait, pour moi, l'adversaire le plus important, là, c'est Bilbao. Mais Bilbao, pour moi, Remco Evenepoel est quand même meilleur que Bilbao. Après, il faut se méfier. Bilbao fait quand même plutôt un bon début de saison.
Mais on est vraiment sur une belle perf hein, pour Remco Evenepoel, c'est-à-dire c'est vraiment la situation idéale, on va dire, pour commencer la course, c'est-à-dire prendre un coup de bordure, ne pas se faire avoir sur un coup de bordure, et puis en fait, parce que certains ont marqué Luc Plapp, enfin Luc Plapp, on sait pas trop hein, quand même dans les bosses si ça peut tenir, c'est pas une assurance, tout risque, vraiment Luc Plapp, alors que Bilbao, on connaît ses qualités, mais Remco Evenepoel, oui, bah, c'est Bilbao maintenant, son adversaire numéro un. Et ça, c'est plutôt une bonne journée. Alors, il ne faudra pas se faire avoir sur les étapes suivantes, parce que s'il y avait du vent aujourd'hui, il se peut qu'il y ait encore du vent pardon, dans les jours à venir. Donc il faudra faire attention, hein, surtout lors de l'étape 4, encore, hein, on est étape 4-5, ça peut être très compliqué. Mais il s'en est vraiment bien sorti. Donc c'est plutôt une bonne journée pour lui, c'est une bonne journée pour son équipe en plus. Donc vraiment belle journée pour Remco Evenepoel qui prend voilà, un petit avantage sur ses adversaires. Donc ça c'est plutôt très très intéressant. Après il faudra voir quand même physiquement parce qu'il a dû quand même pas mal bosser aujourd'hui. Mais c'est plutôt très intéressant ce qu'il a réussi à faire. Remco Evenepoel, il s'est pas fait avoir par le coup de bordure, qui pourtant s'est mis en place extrêmement tôt, ce qui aurait pu arriver, hein, parce qu'il a encore peu d'expérience, et je rappelle qu'un coup de bordure, c'est quand même de l'expérience, il faut sentir un petit peu les choses, mais là, il a bien senti ce mouvement de course-là. Et de toute manière, je suis pas sûr qu'il ait dépensé beaucoup plus d'énergie que les mecs derrière. Parce que quand ça roule à 46 à l'heure, la première heure de course, on est à 62 ou 63 sur la première heure de course. Autant vous dire que tout le monde a souffert aujourd'hui dans cette étape. Donc je peux vous dire que même les mecs derrière, ils n'ont pas amusé la galerie non plus sur le parcours de cette journée. On poursuit avec la victoire de Tim Merlier. Ça commence à bien se goupiller, Tim Merlier avec la Soudal Quick-Step. Une victoire sur le Tour d'Oman, c'était la première étape. Là encore, une victoire sur cette première étape. Ça c'est voilà, tout le monde s'est mis à son service, donc ça s'est plutôt bien passé. Alors il fallait quand même être physiquement au top parce que lui, il a dû passer des relais pour son équipe, hein, pour son leader, parce qu'il ne joue pas le général. Mais voilà, du côté de Tim Merlier, il commence à bien s'intégrer au collectif de la Soudal Quick-Step, donc ça c'est plutôt pas mal. Et puis il bat quand même Caleb Ewan, donc ça va lui donner de la confiance. Il prend la tête au niveau du général, mais surtout voilà, ça va lui donner de la confiance à Tim Merlier cette victoire face à Caleb Ewan et Mark Cavendish. Et voilà, plutôt un très bon sprint en plus de la part de Tim Merlier, qui c'est pas facile quand vous êtes presque le favori d'un sprint. De s'en sortir, donc il s'en est très très bien sorti, donc vraiment voilà, vraiment une belle journée pour la Soudal Quick-Step. D'un côté avec Remco Evenepoel, on prend la tête du général, on prend une bonne option pour la tête du général, on va dire ça comme ça, et Tim Merlier qui remporte sa deuxième victoire avec l'équipe, sa première victoire sur un World Tour avec cette formation, c'est plutôt très très bien pour Tim Merlier. On poursuit et on termine du côté de ses coureurs au top avec Mark Cavendish. Pourquoi Mark Cavendish ? Première course où moi je le vois avec le maillot d'Astana, ça fait même un petit peu bizarre, avec le maillot de champion de Grande-Bretagne. Un Tour d'Oman qui n'avait pas été facile pour lui, hein, où il avait pris qu'une 21e place comme meilleur résultat. Donc autant vous dire qu'il n'arrivait pas en étant super content de ce qu'il avait fait jusqu'à maintenant. Et puis sur cette première étape, il prend le coup de bordure. C'est un coureur qui a souvent réussi à prendre les coups de bordure et à faire les coups de bordure. Je ne sais pas si c'est sa carrière chez Ethics Quick-Step ou chez Quick-Step même. Ou même chez Columbia, mais c'est vrai ça fait quand même depuis quelques temps qu'il se fait assez peu avoir sur les coups de bordure, et quand il était chez Sky, je me souviens qu'il avait roulé plusieurs fois sur des tentatives de coups de bordure.
Et en plus, il a toujours bien aimé les Émirats. C'est un coureur qui a toujours eu des bons résultats sur ce type de course. Il a gagné 2 fois le Tour du Qatar, une fois le Dubaï Tour aussi. Donc c'est un coureur qui a toujours été performant sur ce type d'épreuve. Donc voilà, ça va enfin lancer sa saison à Mark Cavendish. Et puis on verra encore une fois à partir de l'étape, il y a 4, 5, 6 où il y aura encore 3 arrivées pour sprinter, pour voir comment ça peut se passer pour Mark Cavendish sur ces étapes-là, comment il peut se comporter. Mais c'est une belle 3e place, 37 ans quand même Mark Cavendish, bientôt 38. Et voilà, une belle performance pour le coureur qui sera sur le Tour de France. Normalement, c'est ce qui est prévu. Et puis le Tour de Turquie, pour l'instant, on n'a pas eu d'informations sur le déroulé du Tour de Turquie, parce qu'avec le séisme du côté de la Turquie, est-ce que ça sera possible de faire une course en Turquie? On rappelle, il devait y avoir le Tour d'Antalya avec Arnaud Démare, ça a été déplacé, donc on va voir comment ça va se passer pour Mark Cavendish sur cette course. On passe tout de suite au bonnet d'âne. Du côté des bonnets d'âne, on commence un petit peu avec une équipe qui est passée à côté, c'est UAE. UAE Team Emirates, 50 secondes de perdu aujourd'hui sur Remco Evenepoel pour Adam Yates et Jay Vine. C'est pas top pour débuter. C'est vraiment pas l'idéal parce que c'est enfin voilà, c'est une étape quand même qui est toute plate aujourd'hui, donc normalement, voilà, se retrouver à 1 minute ce soir, c'est une contre-performance pour cette formation. Tu te retrouves voilà à 55 secondes, un truc comme ça de Remco Evenepoel, puisqu'en plus Remco a pris 2 secondes de bonification au niveau du sprint intermédiaire. Donc c'est vraiment pas l'idéal pour cette formation. Et on sait que l'UAE Tour pour l'UAE Team Emirates, c'est presque l'une des courses les plus importantes de la saison après les 3 grands tours. C'est vraiment la course à domicile, c'est la course où ils aiment bien se montrer envers le sponsor. C'est une course qu'ils ont remportée quand même avec Tadej Pogačar. Donc déjà ils viennent sans Tadej Pogačar, qui a décidé d'aller sur le Tour d'Andalousie. Ça lui a plutôt très bien réussi. Donc déjà c'est un choix qui est quand même assez fort de la part de UAE. Et ensuite ils viennent avec Adam Yates qui était son dauphin les 2 dernières éditions. Ils viennent aussi avec Jay Vine, avec McNulty. Il n'y en a aucun dans le groupe de tête. C'est-à-dire ils sont, on va dire, presque 3 leaders. Enfin, t'as quand même Jay Vine, Adam Yates, McNulty. Et il n'y en a aucun qui est dans le premier groupe. Ça la fout un peu mal quand même dans cette formation. Et Jay Vine, il aurait pu perdre 3 minutes aujourd'hui. Vraiment facile. McNulty, il aurait pu perdre aussi beaucoup de temps. Donc ils s'en sortent même plutôt bien au final. Avec seulement 1 minute de retard, ces mecs-là. Parce que ça a failli leur coûter très cher. Je pense que demain, ça risque de gueuler un petit peu. Et vu que demain, c'est contre la montre par équipe, autant vous dire que ça risque d'être... peut-être avoir l'envie du côté de chez UAE de remettre les pendules à l'heure, l'église au centre du village pour UAE, parce que vraiment là ça s'est pas très bien passé aujourd'hui pour la formation émirati. Ils sont vraiment passés à côté. Molano est pas dans le groupe de tête non plus. Enfin voilà, tous sont passés à côté dans cette course. Ça aurait pu leur coûter très cher même. Je pense qu'à leur place je serais presque content, parce que 1 minute c'est beaucoup sur une étape de plat encore une fois, mais c'est pas impossible à remonter vu le parcours. Si vous avez Remco ou Bilbao qui s'écroulent, alors il faut que les deux s'écroulent quand même un petit peu, mais c'est pas impossible de reprendre 1 minute quand même. Donc voilà, c'est intéressant. Enfin, il reste dans le match pour le classement général. Malgré tout, 1 minute, il va falloir aller les combler, parce que Bilbao et Remco Evenepoel, c'est quand même pas des branquignoles. Et puis Jumbo, pareil. Alors Jumbo encore, il y a quand même Olaf Koy qui fait 4 de l'étape, qui sprint même pas hyper bien, Olaf Koy, parce qu'il sprint un peu contre le vent, j'ai l'impression. Qu'il n'est pas protégé du vent, et donc qu'il était peut-être très performant aujourd'hui, mais à sprinter contre le vent tu peux pas être efficace.
Mais là aussi, hein, du côté de Jumbo-Visma, eh bien, tous les coureurs de l'équipe hein, se retrouvent voilà, à 1-0-1. Thomas Glog, Sepp Kuss. Faudra voir en plus du côté de Sepp Kuss qui est tombé une fois en début de journée, s'il n'y a pas eu quand même des petits dommages. C'était un moment où il n'y avait pas la télévision, il n'y avait pas encore Eurosport qui diffusait la course. Mais du côté de Sepp Kuss, voilà, hein, c'est quand même pas aussi top. Surtout que le chrono risque d'être compliqué pour cette équipe. Parce que Sepp Kuss, bah, il va falloir réussir à le garder jusqu'au bout. Thomas Gloag, je connais pas ses qualités en contre-la-montre, je crois que c'était pas mal. Je crois Gloag sur le Down Under. Sur le Tour de l'Avenir, je crois que j'avais vu que c'était pas mal. Ouais, il avait fini troisième du prologue et quatrième de l'étape de Saint-Vallier, qui était également un contre-la-montre. Mais il va falloir réussir à tenir hein, quand même hein, pour ces deux coureurs-là dans les roues de leurs équipiers. Donc on va voir comment ça va se passer, mais c'est voilà, un petit peu dommageable pour les deux coureurs qui voilà, se retrouvent aussi à 1 minute, distancés un petit peu. C'est pas top. Et puis je termine avec Arnaud Démare. Alors début de saison d'Arnaud Démare très compliqué, hein. Il devait faire le Tour d'Antalya, donc Tour d'Antalya annulé. Il devait faire je sais plus quelle autre course covidé. Vraiment là c'est un peu la misère. Donc il se retrouve, il devait faire Oman, voilà, il est covidé à Oman. Donc il se retrouve à commencer sa saison sur l'UAE Tour. Et en plus coup de bordure le premier jour. Autant vous dire que je pense qu'il doit l'avoir mauvaise ce soir. Arnaud Démare, parce que comment vous dire, quand vous démarrez pas votre saison comme vous le souhaitez, ça veut dire qu'il a déjà 2 semaines de retard par rapport à ce qu'il avait prévu. C'est-à-dire que pour un Milan-San Remo, c'est quand même pas l'idéal. Il y a d'autres courses quand même. On sait que bon, c'est plus un classiqueur, mais il y a quand même des courses pavées qu'il affectionne. Arnaud Démare, on sait très bien que sur ces courses-là, il risque d'être un petit peu à court de forme. Surtout, bah, là, en plus, il n'a pas pu sprinter parce qu'il finit loin hein, de l'étape, Arnaud. Il finit 29e. Donc c'est un peu dommageable. Surtout que du côté de la Groupama, c'est aussi un petit peu triste parce que Clément David est dans le premier groupe aussi, mais il a craqué. Ça a pété à plusieurs reprises hein, sur l'étape. Et Clément David, lui, n'a pas résisté quand le groupe de 10 s'est vraiment échappé et quand c'est ressorti. Donc ça c'est dommage pour Clément David parce que jusqu'à maintenant il faisait quand même plutôt une belle étape. Et du côté d'Arnaud Démare, bah oui, hein, début de saison, encore une fois, on commence avec un retard, pas forcément sur des courses qu'on avait prévues. On n'avait peut-être pas forcément prévu d'être à ce niveau de forme-là sur cette course-là. Donc c'est vraiment pas l'idéal. Pour Arnaud Démare, on espère que voilà, la malchance va un peu s'arrêter pour Arnaud qu'il va pouvoir voilà, vraiment lancer sa saison sur cette UAE Tour dès l'étape numéro 4. On regarde demain. Donc demain, c'est contre-la-montre par équipe. On partira autour du port de Khalifa pour de 12 km seulement. Donc c'est un contre-la-montre qui est extrême... non, 17 km, pardon, parce que 12, je me disais, ça faisait un peu court. Ça reste quand même très court, hein, 17 km. Donc ça risque de rouler très 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 fort. On passera... en fait, c'est 2 fois un même circuit. Donc ça va être un petit peu particulier. On va passer 2 fois par le Khalifa Port. Donc 2 fois, on prendra ce parcours. Donc qui est un parcours d'une dizaine de kilomètres, hein, un peu moins. On aura notamment un demi-tour à faire. C'est pas simple un demi-tour à faire avec un contre-la-montre par équipe, donc ça risque d'être une journée assez animée demain encore du côté du port de Khalifa et on devrait en voir un petit peu plus encore, on devrait en avoir un peu plus sur les potentiels vainqueurs du général de cette course parce que voilà, hein, si vous vous retrouvez déjà à 2 minutes, autant vous dire que ça sera très compliqué d'aller chercher la gagne sur ce tour des Émirats. Eh bien, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Maniac Production. Ciao, ciao!